c'est le choix de ces cases et c'est ce qui va venir nous ouvrir les différents volets après. Ce qui est intéressant quand je fais un investissement locatif, c'est que j'ai vraiment plein de charges. Enfin, toutes les charges, je vais pouvoir déduire mes intérêts d'emprunt, mes assurances de prêt. De faire le point sur tout ce que j'ai à déclarer, comment je vais le déclarer, combien je dois déclarer, si j'ai un investissement immobilier, mes intérêts d'emprunt, mon tableau d'amortissement, les travaux que j'ai générés. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute avant 3h58, quoi. Sinon là, je vais être en stress et je risque de zapper certaines choses en effet. Et il n'y a surtout pas de panique à avoir, puisqu'on peut tout retrouver. Il n'y a rien qui n'existe pas dans ma déclaration de revenus. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés, l'espace IMO qui éclaire les investisseurs. Tous les mois, nous invitons des experts du secteur afin de discuter de leurs connaissances, leur expérience et également leur vision du marché de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons vous donner les 15 astuces principales pour ne rien manquer sur votre déclaration de revenus. Et pour m'aider dans cette tâche, j'ai invité Jérémy Manceau et Jules Marin, tous deux experts en gestion de patrimoine chez Maslow. Jérémy et Jules, j'ai préparé quelques questions aujourd'hui afin d'aider nos auditeurs à ne pas faire d'erreur dans leur déclaration de revenus. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Merci Aurélie d'abord de nous inviter aujourd'hui dans vos 41 mètres carrés. Avec plaisir. Jules, est-ce que l'évolution de la situation personnelle peut influencer sur la déclaration des revenus ? Oui, évidemment. En fait, quand on entend évolution de la situation personnelle, on va parler de divorce, mariage ou naissance. C'est 3 événements qu'on va pouvoir venir répercuter sur notre déclaration de revenus. Donc, on va pouvoir venir signaler à n'importe quel moment, et c'est bien fait depuis le prélèvement à la source. Depuis mon espace, je peux signaler la naissance d'un enfant, un mariage ou un divorce. Et donc ça va forcément, on le verra un peu plus tard dans le calcul des parts fiscales, mais ça va forcément venir influencer ma déclaration de revenus. Donc tous ces changements, ils seront pris en compte à n'importe quel moment, et c'est à moi d'aller déclarer, ce qui va venir adapter mon taux de prélèvement à la source. Très bien. Jérémy, dans une déclaration, il y a plusieurs rubriques à remplir. Elles correspondent à quoi ? Alors en effet, une fois qu'on a rempli notre état civil, les enfants, etc., après vous allez avoir accès à différentes rubriques. Ces rubriques, généralement, donc elles sont de la manière suivante. On va d'abord parler de vos revenus, donc vos salaires, d'autres sources de revenus, donc investissement locatif ou autre. Ensuite, on va avoir un autre onglet, une autre rubrique qui va être les charges, donc par exemple déduction des charges, frais de garde, réduction d'impôts Pinel, etc. Et puis également une autre rubrique divers qui ne concerne pas forcément tout le monde. En tout cas, grâce à ces différentes rubriques, en cochant ces cases-là, c'est ensuite grâce à ça que vous allez pouvoir avoir accès, par exemple, pouvoir remplir vos frais de garde ou autre. Donc c'est là où il ne faut pas oublier de remplir ces rubriques. Il faut faire attention parce qu'avant, on avait tout en papier, et maintenant, on avait des annexes en papier. Et maintenant, si on oublie justement de cocher ces petites cases, on retrouve jamais en fait notre case pour venir déduire ses frais de garde, ses réductions liées à l'investissement immobilier. Donc c'est presque pour moi la partie la plus importante d'une déclaration de revenus, c'est le choix de ces cases et c'est ce qui va venir nous ouvrir les différents volets après. Très bien. Et on peut revenir en arrière si jamais on a oublié de cocher une case ? Bien sûr, oui. Parfait. Jules, on évoquait tout à l'heure l'évolution de la situation personnelle d'une personne. Tu as évoqué donc la notion de part. Qu'est-ce que ça signifie dans une déclaration de revenus ? Les parts fiscales, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un foyer fiscal, il peut être composé d'une part ou plusieurs parts fiscales. On va parler de part fiscale quand on va parler d'individus. Donc, je suis célibataire, j'ai une part fiscale. Je suis en couple, j'ai 2 parts fiscales. D'accord ? Et ensuite, les enfants, les 2 premiers enfants, ça va être des demi-parts fiscales en plus. Et le 3e enfant, qui est l'enfant en général qu'on fait pour venir réduire son impôt, puisque c'est une part en entier. Donc, une famille de 2 adultes plus 3 enfants, on va avoir donc papa et maman, une part. Les 2 premiers enfants, 0,5 plus 0,5, donc ça fait 3 parts. Et ensuite, le 3e enfant, donc ça fait une 4e part. D'accord ? Et ensuite, le 4e, le 5e et le 6e ou le 7e, c'est à chaque fois une part. Cette notion de part, elle est importante parce qu'en fait, elle va servir de diviseur sur ses revenus pour avoir son revenu fiscal de référence et le calcul de ses impôts. D'accord ? C'est pour ça que souvent, on a des clients qui se posent la question sur le fait de se paxer ou de se marier. Est-ce que ça peut être intéressant fiscalement ? Je sais que plus tard, dans le podcast, on va voir si il est intéressant de rattacher ou de détacher son enfant. Tout ça, c'est lié aux parts fiscales dans notre foyer.
Alors justement, je reviens là-dessus. Comment savoir, on a la naissance d'un enfant, une demi-part, pour les 2 premiers, une part pour le troisième. Jusqu'à quand et comment savoir, si on doit garder ou pas, cet enfant dans le foyer fiscal? À partir de quand il va quitter, ce fameux foyer fiscal et devenir, une part à lui-même, par la suite? C'est une très bonne question, Aurélie. C'est un calcul qu'on doit faire et que nos clients doivent se poser parce qu'en fait, déjà, je peux garder sans aucune condition mes enfants jusqu'à 21 ans dans mon foyer fiscal et ensuite jusqu'à 25 ans en fonction de savoir s'il est encore étudiant ou pas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai un intérêt justement à conserver cet enfant dans mon foyer fiscal, donc cette demi-part en plus ou cette part en plus, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur moi, mon impôt. Imaginons que j'ai un enfant qui soit encore étudiant, d'accord, qui ne génère pas de revenus, donc pas de revenus en plus pour mon foyer, puisque si je conserve mon enfant dans mon foyer, évidemment, je conserve aussi les revenus qu'il génère, d'accord. Donc ça peut être les jobs d'été, ça peut aussi être tout ce qui est les contrats d'apprentissage, d'accord. Donc ça va m'apporter du revenu en plus avec cette demi-part. Si mon enfant étudie, travaille pas, j'ai tout intérêt à le garder dans mon foyer fiscal, puisque évidemment mes revenus vont être divisés par un plus grand nombre, d'accord. Après, pour moi, c'est en fonction de chaque situation qu'on va venir adapter. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que si je conserve mon enfant dans mon foyer fiscal, je conserve aussi les revenus qu'il génère. Donc, à partir du moment où j'ai un enfant qui me génère des revenus, il faut être vigilant à ce que ce ne soit pas ces petits revenus qui me fassent passer justement sur la tranche d'imposition en plus. Donc ça, c'est des calculs qu'on fait au quotidien avec Jérémy et nos clients. Et c'est de venir adapter, en fait, cette situation qu'on peut venir modifier chaque année. Très bien. Toutes ces informations-là, qu'on a pu échanger, ça concerne donc la situation, personnelle dans un foyer fiscal, que ce soit à la fois sur les parts fiscales, et savoir si justement il y a un intérêt à garder ou non son enfant dans le foyer. On a aussi, une notion qui est importante et une différenciation entre 2 choses principales qui sont la réduction et la déduction d'impôts. Oui. À quoi ça correspond? Alors, déjà, avant toute chose, là, on parle de déclaration de revenus. Et souvent, quand on parle de déclaration de revenus, on va parler de réduction ou déduction de revenus. Nous, dans notre métier, avec Jérémy, on s'attache vraiment à une chose, c'est qu'il n'y a aucun de nos clients qui se lève le matin en se disant je veux absolument réduire mes impôts. D'accord. Réduire son impôt ou travailler sa fiscalité, il faut que ce soit un moyen facilitateur pour venir financer un objectif précis. Si j'économise 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros d'impôts cette année, ça va m'aider à venir financer tel projet. Les études de mes enfants, l'achat d'une résidence secondaire, l'achat de ma résidence principale. Et c'est en ça que le travail de la fiscalité et la période de déclaration de revenus est une période qui est importante pour nous. C'était un petit aparté que je voulais faire, Aurélie. Il ne faut pas vraiment... Si mon premier objectif, c'est de réduire ma fiscalité, pour nous, ce n'est pas un bon objectif. On ne décide pas uniquement de travailler sa fiscalité. Et justement, quand on décide de travailler sa fiscalité pour revenir justement financer les études de ses enfants ou un projet futur ou préparer sa retraite, il faut qu'on fasse la différence entre réduction d'impôt et déduction d'impôt. La réduction d'impôt, elle est plafonnée. Il y a un plafonnement de niche fiscale qui est à 10 000 euros. D'accord. Donc là-dedans, Jérémy, qu'est-ce qui peut rentrer dans mon plafonnement de niche fiscale ? Eh bien, plein de choses, hein. Par exemple, les réductions, donc par exemple d'investissement locatif, les emplois à domicile, le plan d'épargne retraite. Oui. Non, le plan d'épargne Non. retraite, Non, c'est la non. déduction, Alors non, c'est très pas de bien. la réduction. Donc ce plafonnement des niches fiscales, en fait, j'ai demandé à Jérémy, parce que sur la partie investissement immobilier, majoritairement les investissements immobiliers vont être concernés par ce plafonnement des réductions fiscales. À partir du moment où j'ai atteint mon plafonnement des 10 000 euros de réduction fiscale, je peux venir utiliser ce qu'on appelle les déductions fiscales. Les déductions fiscales, on va les retrouver dans, par exemple, tout ce qui est préparation à la retraite. D'accord ? Donc tout ce qui est contrat Madelin ou PER. Jérémy m'a gentiment tendu une perche. On avait préparé cette petite blague. Merci, Jérémy. Sur le PER, l'intérêt, c'est de venir déduire mes versements de mon revenu fiscal de référence. Donc, imaginons, j'ai 100 000 euros de revenus. Si j'ai versé 10 000 euros, mon nouveau revenu imposable, il sera de 90 000 euros. Et donc, du coup, mon gain, il va être calculé sur ma différence entre j'ai 100 000 euros de revenus, combien je paye d'impôts,
et j'ai 90 000 euros de revenus, combien je paye d'impôts? Et donc ça, c'est un principe de déduction. Ce principe de déduction, il n'est pas plafonné et il est extrêmement utile parce qu'il peut nous servir à venir faire descendre d'une tranche d'imposition un client. Et en fait, c'est cette déduction d'impôt qui va vous permettre une réduction. Alors, dans tous les cas, la déduction, elle va venir apporter une réduction d'impôt elle nous sert à payer moins d'impôts, d'accord? Mais elle ne rentre pas dans le plafonnement de réduction des niches fiscales qui est de 10 000 euros. Très bien. Et si on a plus de réduction que ces fameux 10 000 euros, est-ce qu'ils sont quand même pris en compte ou... Non, Ok. absolument pas. Très bien. C'est pour ça qu'il faut être aussi attentif sur le cumul de ces investissements ou sur la multiplication de cette course à venir réduire mon impôt et pas dépasser justement ce plafonnement des 10 000 euros. Et ensuite, il y a d'autres véhicules qu'on va pouvoir venir utiliser pour continuer à réduire ma fiscalité, mais en utilisant la déduction fiscale. Très bien. On parle de déduction et de réduction, mais réellement, à quoi correspond mon revenu imposable? Puis-je bénéficier d'une autre déduction? Alors, le revenu imposable, en effet, c'est le revenu sur lequel votre impôt va être basé. Donc, sur lequel vous allez payer des impôts. Sur ce revenu imposable, après, vous allez pouvoir avoir donc la possibilité d'avoir un abattement forfaitaire de 10%. Donc ça, c'est l'abattement automatique. Ça correspond en fait à la prise en charge de vos frais professionnels. Donc voilà, donc on a le droit tous, quand on est salarié notamment, à ces 10%. Et on a la possibilité de se mettre ce qu'on appelle en frais réels. C'est-à-dire que si nos frais dépassent ces 10%, et bien dans ce cas-là, je me mets aux frais réels. L'avantage des 10%, c'est qu'on n'a pas besoin de joindre de justificatif. Les frais réels, il faut conserver ce justificatif en cas de contrôle fiscal. Et là, je vais pouvoir, donc si ça dépasse, déclarer mes frais réels. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des années, exemple, là, j'habite proche de mon travail, etc., donc je me mets à l'abattement forfaitaire des 10% automatique. L'année prochaine, je déménage, je suis à 40, 50 km de mon lieu de travail, j'ai plus de frais, ça va dépasser mes 10%. Dans ce cas-là, je vais pouvoir me passer donc aux frais réels. Et puis, je peux changer en fait une année sur deux, enfin comme je veux en fait. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Voilà. D'accord, donc on utilise les frais réels dès lors qu'ils sont au-dessus de la fameuse déduction forfaitaire des 10% sur les Exactement, revenus. c'est ça. Oui. Et il y a quelque chose qui est assez drôle et qui est assez atypique, c'est que cette déduction de 10%, elle s'applique aussi aux personnes retraitées. Donc, une personne retraitée, il va bénéficier de cet abattement des 10% sur ses revenus, alors que normalement, ces 10%, ils servent à financer l'essence pour aller travailler, financer mes frais de bouche, mes costumes, mes tenues, mon coiffeur. Donc, parfois, il y a des petites anomalies ou des choses qui sont assez drôles. Ça fait partie, je trouve, des choses qui sont plutôt marrantes. Tant mieux pour nos retraités. Tant mieux pour nos retraités. Comment déclarer les revenus des enfants lorsqu'ils sont alternants ou qui vont travailler l'été pour les ajouter ou non aux revenus des parents? Alors, c'est une très bonne question. Justement, Jules en parlait tout à l'heure. En fait, quand vous avez des enfants dans votre foyer fiscal, il y a différents cas de figure. Le premier cas de figure, on va parler de l'enfant qui est en contrat d'apprentissage. Donc, pour rappel, contrat d'apprentissage, il est en alternance. Il va obtenir un diplôme d'État. Là, dans ce cas-là, vous allez déclarer ces revenus. Il faut savoir que vous allez avoir un abattement de 12 fois le SMIC, donc qui correspond à 20 815 euros. Si ces revenus sont inférieurs, égales ou inférieurs à 20 815 euros, eh bien, dans ce cas-là, vous déclarez zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition, mais il faut bien mettre zéro. D'accord ? Si il a déclaré 22 000 euros, vous allez déclarer uniquement le delta entre 20 815 et 22 000, par exemple. Donc ça, c'est le cas, on est en contrat d'apprentissage. Deuxième cas, on est en contrat donc toujours en alternance, mais contrat de professionnalisation. Là, dans ce cas-là, malheureusement, c'est un peu moins intéressant fiscalement, puisque là, dès 1 euro de déclaration de revenus, là, on est imposé. Voilà, donc il n'y a pas d'abattement fiscal sur le contrat pro. Et on revient justement sur le choix de conserver ou non l'enfant dans le foyer Exactement. fiscal en fonction de ce qu'il va faire plus tard, puisque si soit je suis en contrat d'alternance ou en contrat d'apprentissage, si je fais rentrer 100% de ses revenus et que moi je suis à 5 000 euros, 6 000 euros d'une tranche supplémentaire, il y a tout un intérêt à venir détacher cet enfant du foyer fiscal, puisque lui, il ne paiera presque pas d'impôt, puisqu'il va déclarer uniquement ses revenus. Ouais. Troisième cas de figure, il est étudiant et il travaille, il a un job d'été ou pendant les différentes vacances. Là, dans ce cas-là, il faut déclarer ses revenus en sachant qu'on va avoir toujours un abattement donc, qui correspond à 3 fois le SMIC. Donc là, 1er janvier 2023, donc c'était 5 204 euros. Donc s'il a déclaré plus de 5 204, je déclare encore comme l'alternance uniquement le delta,
Donc, je déclare 6 000 €. Je vais déclarer la différence entre 5 204 et 6 000. Et si c'est inférieur ou égal à 5 204, je déclare 0. Ça, c'est très important, parce que très souvent, on fait l'erreur de déclarer automatiquement le revenu. Or, on a ces avantages-là que nous offrent les impôts, donc autant les utiliser. Et comme disait Jules, parfois, il peut être pertinent, justement, et là, c'est intéressant de calculer, de savoir peut-être que ça vaut le coup de sortir l'enfant du foyer fiscal parce que ses revenus vont être imposés. Et puis, par contre, j'aide mon enfant, je lui paye son loyer ou autre. Et là, dans ce cas-là, je peux déclarer des pensions, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans mon foyer fiscal, mais je peux lui verser une pension et la déclarer pour avoir une déduction. Très bien. Jules, on parlait tout à l'heure donc de réduction d'impôts et de ce fameux plafonnement des 10 000 €. On entend aussi souvent parler d'une réduction parce qu'on a une nounou, une femme de ménage, une aide à domicile. Oui. Mais comment on fait pour bénéficier de cet abattement et de ces réductions? Alors, comment on fait? Il faut d'abord que la personne elle soit déclarée. Il faut qu'elle travaille directement pour nous ou pour un organisme qui est accrédité. Et après, à partir de ce moment-là, donc ça va pour tout ce qui est service rendu à la personne. Donc, ça peut être de la garde d'enfants, ça peut être du jardinage, ça peut être du ménage, ça peut être tout type de service qui nous aide dans les tâches quotidiennes. Il y a un plafonnement, évidemment, donc ça rentre dans le plafonnement des 10 000 € des niches fiscales. Et pour les crédits d'aide à domicile, en fait, ça va être 50% de 12 000 €. Donc, j'ai le droit de dépenser jusqu'à 12 000 € de services d'aide à la personne. Et ensuite, ma réduction là-dessus, ce sera 50% du montant investi. Donc, si j'ai investi 12 000 €, ce sera 6 000 € de réduction d'impôt. Maximum. Et c'est si on ça. est au-delà, Maximum. Au-delà, j'ai plus le droit. Enfin, c'est pas que j'ai plus le droit, je peux continuer à jouir des services de cette personne, mais j'aurai pas de réduction. D'accord. Et on peut cumuler nounou, femme de ménage, jardinier. Vous faites absolument ce que vous voulez à partir du moment où vous avez les justificatifs. Quand vous passez par un organisme, l'organisme vous envoie les justificatifs au moment de la déclaration de revenus. Donc, c'est plutôt simple. Et après, sinon, vous conservez les factures ou les choses comme ça, par exemple, de jardinier. D'accord? Il faut bien que lui soit accrédité. Évidemment, il faut que ce soit déclaré. D'accord? Je ne peux pas venir réduire fiscalement une femme de ménage ou une nounou que j'ai payée au black. Très bien. Donc ça rentre donc dans ce qu'on appelle la réduction d'impôt. Oui. On a l'autre partie, on l'évoquait tout à l'heure, notamment des plans d'épargne retraite, où là, Oui. on rentre dans non pas la réduction, mais la déduction. Oui. Comment plus précisément, on réduit ses impôts grâce au PER et comment ça marche? Alors, le PER, c'est le plan d'épargne retraite qui est issu de la loi Pacte. L'idée, on s'en aperçoit tous, l'État veut favoriser les Français dans la préparation, eux, de leur retraite. Donc, vers une retraite, vers capitalisation, en tout cas, les aider à préparer leur retraite. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle le PER, qui existe. Ce PER, en fait, les montants que je vais verser dessus, d'accord, vont venir en déduction de mes revenus. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la différence entre déduction et réduction. Là, le PER, tout ce que je vais verser pour la préparation à ma retraite va venir se déduire de mes revenus. D'accord? C'est extrêmement intéressant pour la simple et bonne raison, c'est que je peux venir... Jérémy parlait tout à l'heure des 10%, d'accord, d'abattement sur mon salaire. Chaque année, en fait, je vais avoir un crédit de 10%, d'accord, de mes revenus qui va servir... qui va être une cagnotte, d'accord, que je peux utiliser pour mon PER. Donc ça, imaginons, je gagne 100 000 € pour que ce soit simple, d'accord. Chaque année, je vais me créer un crédit de 10 000 €, d'accord, de déduction PER. Si la 4e année, je décide de verser moi ces 30 000 €, d'accord, j'utilise mon plafond des 3 dernières années, je verse ces 30 000 € et mon nouveau revenu imposable, d'accord, passe de 100 000 € à 70 000 €. Dans ce cas-là, j'ai un gain fiscal qui est assez important. Ok. Et du coup, si on met plus que ces 30 000 €? Oui, alors si on met plus, on peut mettre plus. Pareil, il y a une petite case où je peux venir utiliser le plafond de mon conjoint.
D'accord? Donc pareil, je peux bénéficier de l'abattement des 10% des 3 dernières années de mon conjoint. Je peux aussi utiliser, quand j'ai un enfant qui travaille, le plafond de mon enfant. Et après, une fois que j'ai utilisé les plafonds de tous les membres de ma famille, ce que je mets en plus ne viendra pas se déduire de mes revenus, mais par contre servira à préparer ma retraite demain. Très bien. C'est un outil qui est extrêmement, enfin, quand il est bien utilisé, c'est un outil qui est extrêmement favorable pour deux choses. Un, il permet de capitaliser avec l'aide de l'État. D'accord? Imaginons que je sois sur une tranche à 30% d'imposition. Si je verse 10 000 euros, je vais avoir une réduction d'impôt de 3 000 euros. C'est-à-dire que moi, ça m'a coûté 7 000 euros, mais j'ai bien 10 000 euros qui travaillent pour ma retraite. D'accord? Et en plus de ça, ces 10 000 euros, ils m'ont peut-être servi à changer de tranche. Donc parfois, et c'est là où avec Jérémy, dans les simulations, dans les projections fiscales, on détermine le montant d'investissement PER, d'accord? Parce que parfois, à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros, ça peut avoir un impact fiscal qui peut être assez important. Ok, très bien. Des choses à rajouter, Jérémy, sur... C'est très très bien expliqué. On a parlé là de revenus imposables, de comment venir réduire un petit peu l'imposition suite à ces revenus ou la déduire. Qu'en est-il? On entend beaucoup parler en ce moment des bitcoins et plus précisément des revenus qui pourraient être générés à l'étranger. Comment ces derniers doivent être déclarés? Alors, évidemment, il faut déclarer. Alors, il y a deux questions dans votre question, Aurélie. Tout type de revenu doit être déclaré. D'accord? Après, ça ne veut pas dire quand on déclare des revenus, ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément imposé sur ma déclaration de revenus. Typiquement, il y a une loi fiscale qui existe en Europe où je n'ai pas le droit d'être imposé 2 fois sur le même revenu. D'accord? Donc, si par exemple j'ai généré des revenus, je ne sais pas, j'ai un appartement à Bruxelles, d'accord? Je loue cet appartement. Cet appartement, j'ai déjà payé un impôt à l'État belge dessus. D'accord? Moi, je vais devoir déclarer dans une annexe qui est la 2044. Donc, je perçois des revenus en Belgique, d'accord? Mais qui ont déjà été imposés. Là-dessus, ce qui va se passer, c'est un peu particulier. Je vais être assujetti à l'impôt en France et je vais avoir un crédit d'impôt sur cet impôt. D'accord? Donc, en fait, je ne vais pas payer d'impôt dessus puisque je l'ai déjà payé en Belgique et que l'Union européenne a voté un texte comme quoi on ne pouvait pas être imposé 2 fois sur le même revenu. Après, on peut avoir aussi tout ce qu'on appelle les revenus mondiaux, d'accord? Où là, c'est un petit peu plus complexe. L'idée, c'est qu'on va être imposé en fonction du nombre de temps passé dans chaque pays. D'accord? Ça peut arriver, par exemple, sur quelqu'un qui travaille 2 mois aux États-Unis, 2 mois en Chine, 2 mois en Afrique du Sud, le reste du temps en France, payé par le même employeur. D'accord? Lui, il va être assujetti à 4 fiscalités différentes. Donc ça, c'est typiquement des revenus mondiaux. Et après, pour tout ce qui est Bitcoin, en effet, il faut les déclarer, d'accord, dans une annexe qui est le 3916 bis. Il faut juste remplir ce qu'on possède, les comptes qu'on a, où est-ce qu'on les détient et le nom de la banque. C'est juste donc là du renseignement. En fait, c'est du renseignement. C'est exactement la même chose que comme quand on détient des comptes à l'étranger. Je dois aussi renseigner le fait que je détiens des comptes en Belgique, en Suisse, en Espagne ou ailleurs. Ça, c'est du renseignement qu'on donne, c'est de la data qu'on va venir donner à l'État français, mais qui nous demande de plus en plus. Ok. Moi, j'ajouterais juste, notamment pour qu'ils puissent retrouver les cases que tu t'indiquais, Jules, que dans les rubriques, en fait, c'est plutôt sur la fin, dans divers, on va Oui. retrouver notamment revenus à l'étranger. Et là, en cochant cette case, en fait, ça va nous permettre de pouvoir Bien accéder sûr. Et à ces cases-là. c'est ce que disait Jérémy. Le plus important dans une déclaration de revenus, avant de penser ce qu'on doit déclarer, combien je vais réduire mon d'impôt, c'est surtout ces petites cases au départ, le choix des familles qui vont venir ouvrir ensuite tous les livrets. Donc, en effet, c'est dans divers qu'on va venir retrouver mes revenus provenant de l'étranger. Sur lesquels on peut toujours revenir. Bien Peu sûr, à importe, chaque fois, À exactement. bien n'importe sûr. quel Ouais. moment, j'ai le droit de venir corriger ma déclaration de Donc on revenus. peut presque pas se tromper quand on l'a fait. En fait, si on oublie par exemple de cocher cette case, on va se rendre compte que forcément, quand je vais déclarer mes revenus à l'étranger, je n'ai pas cette case. Dans ce cas-là, en fait, en haut de la déclaration sur le formulaire à gauche, on a rubrique. Et donc là, on accède dessus, on va pouvoir recocher la case. Et ensuite, on fait suivant jusqu'à temps de retrouver la case. Donc là, on ne peut pas louper, on peut pas la louper. Très bien. Euh,
Toujours dans ces fameux revenus-là, si on rentre un peu plus dans le détail, on entend souvent plein de choses sur les revenus issus de biens immobiliers qu'on peut avoir. Il y a plusieurs régimes différents qu'on peut choisir. Lesquels et pourquoi? Alors lesquels? Donc là, on rentre dans le vif du sujet, j'aime beaucoup. On va parler souvent de, donc micro ou réel. Est-ce que je me déclare au micro foncier ou au régime réel ou autre? En fait, il faut dissocier déjà 2 choses. En fait, est-ce que je suis sur un logement qui est nu, donc je vais louer vide, ou est-ce que je vais louer un logement meublé, donc meublé? Ensuite, si je loue nu, donc premier cas de figure, là, je vais pouvoir donc soit me déclarer au microfoncier, régime réel. Microfoncier, pour faire simple, donc là, c'est vraiment la facilité. En fait, je vais déclarer mes loyers hors charge dans la limite de 15 000 € par an et je vais avoir un abattement de 30 %. Donc, j'ai 100 €, je vais avoir de l'impôt uniquement sur 70, d'accord? L'État me permet d'avoir un abattement de 30 %. D'accord, dans la limite de 15 000 €. Exactement, voilà. Dans la limite où mes loyers ne dépassent pas, hors charge, 15 000 €. Ça, c'est la facilité, c'est si je n'ai pas pas d'intérêt pas d'intérêt d'emprunt et cetera. Voilà. Pour faire du microfoncier, dans les rubriques, donc toujours pour rappeler, dans mon sommaire, la rubrique, je vais, dans mes revenus, cocher la case, microfoncier. Voilà et ensuite, je vais avoir accès à la case, directement où je vais pouvoir renseigner mon loyer et l'abattement va se faire automatiquement de 30 %. Maintenant, si je loue toujours un logement nu, mais que j'ai des charges et que ces charges, elles sont supérieures à 30 %, dans ce cas-là, je vais faire une déclaration, ce qu'on appelle au régime réel. C'est-à-dire que je vais déclarer mes loyers et je vais pouvoir imputer toutes mes charges. Donc, ce qui est intéressant quand je fais un investissement locatif, c'est que j'ai vraiment plein de charges. Enfin, toutes les charges, je vais pouvoir déduire mes intérêts d'emprunt, mes assurances de prêt, mes frais de renégociation de crédit si je renégocie. Là, ça sera la tendance d'ici quelques années. Mes charges de copropriété, bref, toutes ces Rénovation charges-là, énergétique? voilà, toutes ces charges, en effet, je vais pouvoir les déduire, sur ma déclaration et pour ça, donc dans les rubriques, cette fois-ci, donc toujours dans les revenus, je ne vais pas cocher microfoncier puisque là, je vais être au réel, je vais cocher revenu foncier et ensuite, je vais avoir accès donc ce qu'on appelle au formulaire 2044 et sur ce formulaire, c'est très bien fait. Dans un premier temps, je vais déclarer mes recettes, donc mes loyers et ensuite mes charges. Voilà. Mais l'intérêt, bien évidemment, si je suis au régime réel, c'est qu'il faut que mes charges représentent plus de 30 %. Sinon, honnêtement, je ne me prends pas la tête et je vais rester au microfoncier. D'accord? Point important, si je suis au régime réel, je dois obligatoirement conserver ce régime réel pendant 3 années consécutives. Et ensuite, imaginons je n'ai plus trop de charges à déclarer, à déduire, pardon, et bien dans ce cas-là, au bout de 3 ans de régime réel, je peux repasser au microfoncier. Et le microfoncier, il y a une durée limitée? Non, Non? non, OK. non. Donc si jamais d'un coup j'ai de nouveau des travaux, si je peux Oui. repasser Oui, dans tu ce peux. cas-là, OK. Exactement. Donc là, on a parlé du logement nu, donc et maintenant on va parler du logement meublé, donc c'est un petit peu le même principe. Donc meublé, je vais pouvoir me mettre ce qu'on appelle au micro-BIC, BIC, donc c'est pas du microfoncier, micro-BIC. En fait, cette fois-ci, je vais avoir un abattement non pas de 30 % mais de 50 %. J'ai 100 € de loyer, bah, je vais être imposé uniquement sur 50 %. Bien évidemment, donc là, pareil, ça veut dire que vu que j'ai cet abattement-là, je ne vais déclarer aucune charge. D'accord? Si j'estime que mes charges sont supérieures à 50 %, dans ce cas-là, je vais faire du LMNP, donc du meublé, mais cette fois-ci au régime réel. Donc là, il faut passer généralement quand même par un cabinet comptable. Et là, on va pouvoir déduire en fait toutes nos charges, mais en plus, pour faire simple, amortir l'immobilier pendant un maximum 30 ans et le mobilier pendant 5 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, l'avantage, c'est que je ne vais pas payer d'impôt ni de CSG pendant une durée assez conséquente qui peut aller jusqu'à 30 ans. L'avantage du meublé, c'est que c'est le seul revenu foncier qui est non imposable, c'est ça, Jérémy? Exactement, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors qui est non imposable si je suis au régime réel. Si je suis au micro-BIC, encore une fois, rappelons-nous, j'ai un abattement de 50 %, mais je reste imposé sur 50 % de mes revenus. Alors que si OK. je suis au régime réel, là, en tout cas sur les premières années, je n'ai pas d'impôt ni CSG et voire pendant de nombreuses années en fonction du montage financier, je peux ne pas avoir d'impôt ni CSG pendant 25 voire maximum 30 ans. Je rappelle toujours mes rubriques parce que ça, c'est toujours important. Là, cette fois-ci sur le meublé, donc toujours sur les rubriques, je vais dans mes revenus. Là, je vais pouvoir cocher la case micro BIC si je suis au micro-BIC et si je suis au revenu réel, dans ce cas-là, donc c'est location meublée non professionnelle. Revenu locatif non professionnel. Voilà. Et ensuite,
je vais pouvoir avoir accès à mes différentes cases. Donc là, on est toujours dans la première partie, comment déclarer ses revenus, et là plus précisément des revenus locatifs. Exactement, c'est ça, ouais. En fait, je complète mes rubriques et une fois que j'ai complété mes rubriques, eh bien là, je vais avoir le choix ensuite avec mes cases de pouvoir, de pouvoir remplir mes cases automatiquement. En D'accord. fait, toutes ces petites cases, elles servent à ouvrir différentes annexes, d'accord? Et toutes ces annexes, elles vont venir être regroupées dans notre déclaration de revenus finale. Mais si je coche pas ces cases, en fait, je n'ai jamais accès à toutes ces petites Mmh. annexes. Et donc, je ne peux pas remplir, moi, de manière brute, ma déclaration de revenus. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et qu'avant, le vrai conseil pour bien remplir ces déclarations de revenus, c'est avant de se précipiter sur le site internet, de vite taper son identifiant, de se dépêcher de le faire, d'accord? C'est plutôt de faire le point sur tout ce que j'ai à déclarer, comment je vais le déclarer, combien je dois déclarer, si j'ai un investissement immobilier, mes intérêts d'emprunt, mon tableau d'amortissement, les travaux que j'ai générés, ma nounou, combien elle m'a coûté, bon jardinier, combien ça m'a coûté, etc. etc. Et une fois que j'ai fait ce point, dans ce cas-là, je peux commencer, moi, à déclarer mes revenus. Et donc, je vais venir cocher toutes les petites sections qui me sont utiles. Très bien. La déclaration de ces revenus locatifs, elle peut avoir aussi un impact dans la réduction, et ce qu'on évoquait donc avec Jules tout à l'heure, le fameux plafonnement des 10 000 €. Pourquoi, comment, par quel dispositif et comment ça se passe? Alors, en effet, imaginons, je peux avoir, j'ai fait un investissement locatif, mais, non, pas mais, et cet investissement locatif me permet d'avoir une réduction d'impôt, exemple, Pinel. Dans ce cas-là, je vais faire la même chose que ce que je vous ai dit précédemment, donc, déclarer mes revenus, puisqu'à chaque fois mes revenus locatifs, je dois les déclarer et ensuite je vais indiquer, si j'ai une réduction d'impôt, eh bien, indiquer cette réduction d'impôt. Pour avoir accès, toujours comme dit Jules, à cette case pour pouvoir avoir ma réduction d'impôt, eh bien, dans mes rubriques, je vais dans l'onglet charges et là, je vais avoir une ligne une case à cocher qui s'appelle investissement locatif, du flot, Pinel, etc. Et en cochant cette case, eh bien, ça me permettra de pouvoir avoir accès à la case qui me permettra de pouvoir avoir ma réduction d'impôt Pinel si j'ai fait une Pinel, quoi. Voilà. C'est comme sur un ordinateur, une déclaration de revenus. En fait, je rentre dans un fichier qui va venir ouvrir un autre fichier, qui va venir ouvrir un autre fichier. Au final, je vais trouver ma petite case où j'ai juste mon montant à mettre qui va se reporter sur ma déclaration de revenus. Donc, une fois qu'on a compris ce mécanisme, il n'y a rien de très compliqué et il n'y a surtout pas de panique à avoir, puisqu'on peut tout retrouver. Il n'y a rien qui n'existe pas dans ma déclaration de revenus. Donc, c'est juste aller au bon endroit et pas se précipiter au début. Oui, c'est exactement ça, c'est même parfois, des fois, on a des clients qui se disent: «Mais je comprends pas, le site est mal fait, il y a pas la case». Oui, non, en fait, si je Bien ne sûr. retrouve pas la case, c'est simplement que j'ai omis de cocher, en effet, dans les rubriques, la case qui était nécessaire, quoi, donc mais comme disait Jules, en fait, ce qui est très bien, c'est en effet, c'est le conseil que je donnerais, c'est d'avoir au départ, en amont, tous les éléments regroupés pour savoir ce que je dois déclarer. Une fois que j'ai tous mes éléments, bah, je sais sur mes rubriques, tiens, je dois déclarer, Bien sûr. ma nounou, le cours de piano, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on parle Oui. de l'emploi à domicile, mais le cours de musique, j'allais citer un nom, mais par exemple, pour les cours, la personne qui va venir Oui. donner des cours, Cours de soutien exactement, scolaire. tout ça, on En va effet, pouvoir le c'est déduire. Mais en effet, en cochant les bonnes rubriques, voilà. Et une fois qu'on a coché ces rubriques, est-ce qu'après on a un peu plus, d'explications puisque, pour rentrer un peu aussi dans le détail de ces réductions, on entend souvent parler des dons, Oui. comment ces derniers se déclarent aussi? Est-ce qu'après on a un explicatif un peu plus tard de toutes ces réductions Alors qu'on oui, déclare? oui, en fait, vous avez, quand vous faites, concrètement, en fait, sur chaque rubrique, vous avez une liste détaillée. Alors, on ne la voit pas forcément. Généralement, vous voyez le petit i qui vous donne déjà quand vous cliquez dessus, qui vous donne des infos. Mais ensuite, en fonction, par exemple, des dons, vous avez une liste en fait que le gouvernement fait et qui vous permet de savoir réellement, par exemple, si je fais un secours, un don d'utilité à un organisme d'utilité publique ou un don pour des personnes en difficulté, c'est pas la même case. D'accord? Donc, il faut savoir, et ça c'est assez complexe, comme ça, de savoir, dans quelle case je dois mettre. Donc là, il y a toutes ces informations. Pour rappel, vous voyez, je relis juste mes petites notes. Donc quand on est sur un don qui est, aux personnes en difficulté, exemple Secours populaire, Croix-Rouge et cetera, je vais avoir une réduction d'impôt jusqu'à 75 dans la limite de 1 000 € et après je passe à 66 Si je fais un don,
aux pompiers ou un don à un organisme d'utilité publique, là, dans ce cas-là, je vais avoir une réduction d'impôt qui va aller jusqu'à 66%. D'accord, il y a différents taux pour les différents dons qu'on peut Exactement. faire. Pour faire simple, si j'aide des personnes en difficulté, j'ai 75%. Voilà. Et si j'aide d'autres organismes qui ne sont pas des organismes pour les personnes en difficulté, c'est 66%. Voilà. Et ça, c'est pareil, dans mes rubriques, je reviens toujours à mes rubriques, Aurélie, je suis désolée, mais les rubriques, charges, et dans les charges, on va avoir la ligne justement réduction d'impôts, où on va pouvoir retrouver les frais de garde, etc., et notamment les fameux dons, où à partir du moment où j'ai coché cette case, je vais pouvoir les déclarer. Donc en fait, il faut vraiment bien prendre le temps, vraiment sur cette partie des rubriques que vous aimez tant, Ouais. de vraiment reprendre tous les éléments, de bien la lire pour être sûr de rien oublier. Oui, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, à 23h58, quoi. Sinon, là, je vais être en stress et pas être très à l'aise et je risque de zapper certaines choses, en effet. Donc là, on arrive presque à la fin donc, de cette déclaration. Une fois qu'on a toute la partie revenus, toute la partie charges, on finit par valider cette déclaration. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais, une fois cette déclaration validée, on se rend compte qu'on a commis une erreur? C'est très très grave, Aurélie. Il faut très vite faire sa valise, Prison. quitter sa maison et quitter la Très, très France loin. le plus rapidement possible, puisqu'après on risque d'être rattrapé par le fisc. Donc non, pas du tout. C'est très très bien fait, sincèrement. À n'importe quel moment, je peux venir corriger ma déclaration de revenus. Je peux la faire, si je m'y prends en avance, que ce que Jérémy, et c'est le meilleur des conseils, je peux la faire une fois, la valider, et même si je l'ai validée, j'ai le droit de revenir en arrière et de la refaire. Donc à n'importe quel moment, j'ai le droit de réaccéder à ma déclaration de revenus, de redonner des informations, décocher des cases, recocher des cases, rajouter des revenus, enlever des revenus. Donc là-dessus, il n'y a aucun stress à avoir, d'accord ? C'est pas une fois que j'ai validé, c'est final, d'accord ? On a cette souplesse-là depuis que c'est 100% digital, de le faire vraiment, d'avoir ce choix, en tout cas de revenir en arrière, de se reconnecter, de repartir du début, de remodifier mes cases. Donc c'est très souple. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait même venir modifier en cours d'année la situation de mon foyer. J'ai l'arrivée d'un enfant, je divorce, je me marie. Tout ça, je peux venir le modifier en cours d'année. Et même après, en général, quand je prouve que je suis de bonne foi, que c'est une erreur qui a été commise, il peut même y avoir aussi un petit peu de rétroactivité sur ce que j'ai pu faire. À partir du moment où moi, je décide de prévenir l'État que j'ai fait une erreur. Donc, sincèrement, il n'y a pas de stress à avoir à partir du moment où on décide d'être honnête. Très bien. Ouais, c'est très bien. Et juste pour rebondir sur ce que dit Jules, c'est qu'on a 3 ans, en effet, pour revenir en arrière. Donc, j'oublie des choses. On imagine, vous entendez, vous avez vu, vous apprenez des choses, vous dites « Ah, j'ai zappé ça, etc. » Grâce à ce podcast, eh bien, du coup, je peux contacter le centre des Exactement. impôts. Donc, aller directement sur la déclaration ou via votre espace sécurisé et demander, revenir 3 ans en arrière. Donc, Et parfois, c'est ça peut être plutôt le cas bien pour fait. les enfants qui quittent le Exactement, foyer. vérifier, ouais. C'est souvent là-dessus où il y a un peu de rétroactivité et il peut y avoir un vrai gain pour les parents. En tout cas. Très bien. Des choses à ajouter, Jérémy, Jules, sur toutes les informations Moi, je dirais simplement, en fait, le conseil, c'est vraiment d'anticiper, de ne pas s'y prendre à la dernière minute, à bien avoir tous ces documents. Le site est plutôt bien fait. Après, parfois, c'est une période où on sent que nos clients sont plutôt un peu anxieux sur cette période-là. Mais à partir du moment où on a bien anticipé, préparé ces documents, ça se fait assez simplement. Et même, par exemple, je peux très bien, d'ailleurs, c'est un point intéressant, je peux la commencer maintenant, mais là, après, je sais pas, j'ai un impondérable et je suis obligé de passer à une autre tâche. Je peux revenir dessus. Mes éléments sont déjà, en fait, Sauvegardés. sont sauvegardés, exactement. Et je vais pouvoir reprendre la suite. Donc, je peux la faire aussi en plusieurs étapes si j'ai plein de choses à déclarer. Bien sûr. Voilà. Très Je bien. trouve que c'est un super moment. On prend rarement le temps, et c'est ce qu'on voit avec nos clients, de se poser sur comment mon patrimoine est structuré, comment il est organisé, comment je vais préparer ma retraite, comment je vais venir financer certains des projets. Et je trouve que cette période de déclaration de revenus, plutôt que de le voir comme une période stressante, moi, je trouve qu'il faut la voir comme une période où justement je me pose sur ma situation avec mon épouse, avec mon mari, sur notre projection, comment est-ce qu'on voit l'avenir et comment surtout on voit la gestion de notre patrimoine. Et ce moment, il faut qu'il soit propice à ça.
plutôt qu'il soit générateur de stress ou d'angoisse, parce que c'est ce qu'on a vu. Il n'y a aucune raison d'être stressé, aucune raison d'être angoissé. Je peux revenir en arrière, c'est sauvegardé. C'est assez quand même simple à partir du moment où je suis bien préparé, où j'ai toutes les informations. Donc, servez-vous et servons-nous de ce moment-là comme plutôt, la prochaine, qu'est-ce qui va apparaître dans ma déclaration de revenus parce que je vais mettre ça en place. Je profite d'une réduction d'impôt, à quoi ça va me servir? Et je trouve que c'est un moment qui est idéal pour faire ça. Très bien. Parfait. Merci Aurélie. Merci à vous, Merci. Jérémy, Jules. 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes. Cela nous aide vraiment. Vous pouvez retrouver en description les profils LinkedIn des intervenants, donc Jules et Jérémy. Si vous avez des questions, des suggestions ou envie de proposer de nouveaux invités sur le podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn ou même via YouTube sous le nom maslow.imo et on vous répondra le plus rapidement possible. Merci Aurélie. Merci. Bonne déclaration de revenus à tous.